Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Conversation à cœur ouvert. Aujourd'hui, sur le plateau, nous accueillons le professeur Sarah Tebeka. Bonjour Sarah. Bonjour Emmanuel, merci de m'accueillir. Sarah, vous êtes psychiatre spécialisée en périnatalité et vous vous intéressez plus particulièrement à la dépression périnatale, ou plus exactement, comme vous le dites, des dépressions périnatales. Pour démarrer, on va regarder 2 chiffres. En France, 17% des femmes déclarent que la période écoulée entre la naissance et les 2 mois après l'accouchement a été ressentie comme difficile ou très difficile. On sait aussi qu'une femme sur 5 est concernée par une dépression pendant la grossesse ou après la naissance de l'enfant. Sarah, est-ce que vous pouvez revenir sur une définition de la dépression périnatale ? Oui, vous vous rappelez des chiffres qui sont essentiels à avoir en tête, puisqu'effectivement, la dépression périnatale ou les dépressions périnatales sont des maladies psychiatriques, des épisodes dépressifs qu'on dit caractérisés dans le jargon, qui correspondent à un cortège de symptômes. Les principaux sont la tristesse, ce qu'on appelle l'anédonie, c'est-à-dire la perte de plaisir, des symptômes plus physiques, des douleurs physiques, des difficultés à dormir, à trouver le sommeil, à avoir de l'appétit, avec une perte de poids éventuellement, une grande fatigue, des difficultés à se concentrer, souvent une culpabilité qui est très importante, et puis des doutes sur sa capacité à être mère lorsqu'on est enceinte ou à s'occuper de l'enfant une fois qu'il est né. Tous ces symptômes, ils peuvent être présents chez toutes les femmes. Et ils deviennent pathologiques lorsqu'ils sont présents tous les jours, pendant au moins 15 jours, et qui viennent nous déranger dans le fonctionnement quotidien. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de dépression périnatale. Cette dépression, elle peut survenir à plein de moments différents. Vous l'avez rappelé, au moment de la grossesse, juste après l'accouchement, mais aussi un peu plus tardivement, dans les mois qui suivent la naissance de l'enfant. Et elle est à distinguer du fameux baby blues. On en parle très souvent du baby blues. C'est cet épisode qui, par définition, n'est pas pathologique, contrairement à la dépression, et qui est transitoire. Il dure entre quelques heures et quelques jours. Et il y a ce qu'on appelle cette labilité des émotions. Les femmes décrivent passer du rire aux larmes, ont cette anxiété, cette inquiétude à ne pas pouvoir gérer ce bébé dont elles ont la responsabilité soudainement. Ça ne nous inquiète pas. Ce qui nous inquiète, c'est quand ces symptômes durent dans le temps, s'installent et entravent vraiment le quotidien des femmes. Vous pouvez nous dire à partir de quel moment ces symptômes ils peuvent apparaître ? Alors, ils peuvent apparaître dès le début de la grossesse, ce qui est le cas dans 1/3 des cas. Et c'est pour ça que souvent, on entend parler de la dépression du postpartum, mais c'est probablement inapproprié de parler de dépression du postpartum, puisque dans 1/3 des cas, c'est finalement une dépression anténatale, une dépression qui a débuté au cours de la grossesse. Ensuite, il y a un deuxième pic, on peut dire très marqué, qui est vraiment dans les premières semaines qui suivent la naissance de l'enfant. Et puis, quelque chose d'un peu plus larvé, on va dire, qui peut apparaître pendant toute la première année de vie de l'enfant, voire même peut-être les 2 premières années de vie de l'enfant, où les manifestations de cette dépression peuvent arriver. Alors, on va écouter des témoignages tout au long de notre échange, des témoignages de parents qui sont en difficulté. Et ces témoignages, on les a recueillis grâce à l'association Maman Blues, une association nationale qui œuvre justement à aider ces parents en difficulté. Et pour lire ces témoignages et leur donner vie, on a demandé à d'autres personnes de les lire. Donc, un grand merci à Maman Blues et aussi un grand merci à toutes les personnes qui nous ont prêté leur voix. On va poursuivre cet échange avec justement un témoignage qui évoque les premiers symptômes. Lorsque je repense aux premiers jours après la naissance de mon bébé, ce qui me revient d'abord, ce ne sont pas les sourires ni les moments de bonheur dont on parle souvent. C'est l'angoisse. Une angoisse immense qui prenait toute la place. Dès la maternité, j'ai perdu le sommeil. Les nuits se sont transformées en tunnels interminables d'inquiétude et de tension. Ce manque de repos a rendu chaque moment encore plus difficile. Je me sentais épuisée et vidée. C'était un moment très compliqué, le point de départ d'une spirale d'angoisse. J'avais peur de mon propre bébé, peur de mal faire, peur de ne pas être à la hauteur, peur de cette responsabilité vertigineuse qui s'imposait à moi du matin au soir. Alors, un premier témoignage fort. Cette personne nous dit « Je me sentais épuisée, vidée, j'avais peur de mon bébé ». Une première réaction après ce témoignage ?
Oui, vraiment, je remercie cette dame de pouvoir témoigner parce que c'est finalement des choses que beaucoup de femmes peuvent ressentir et on imagine bien la culpabilité qui est associée à tout ce cortège de symptômes qui sont pourtant extrêmement fréquents. Vous avez rappelé les chiffres, une femme sur 5, une femme sur 6 est confrontée à cette dépression qui est très enchevêtrée évidemment avec les nouvelles responsabilités qui incombent aux mères, avec les difficultés à gérer les nuits. Et cette anxiété, elle concerne la majorité des femmes. C'est vraiment une spécificité de la dépression périnatale que d'être confrontée à cette angoisse, à cette nouvelle responsabilité associée, et elle le décrit très bien, à ces nuits qui sont des tunnels infinis, on ne voit pas le bout, et qui se répètent évidemment quotidiennement. Chaque nuit est une nouvelle épreuve pour ces femmes. Donc c'est très important de pouvoir partager, et je crois qu'effectivement Maman Blues fait un travail absolument remarquable depuis des années pour ouvrir, libérer cette parole et permettre à toutes les femmes qui ressentent ça de se dire bon, c'est dur, c'est très dur, mais je ne suis pas seule à éprouver toute cette douleur, toute cette souffrance. Vous nous avez dit qu'il y avait différents facteurs de risque. Est-ce que du coup, cette dépression périnatale, elle s'adresse davantage à des personnes en situation de vulnérabilité? C'est une question essentielle, cette question de la multifactorialité de la maladie. On peut très rarement dire qu'une dame a fait une dépression du fait d'une cause. On parle par exemple beaucoup des violences obstétricales, des accouchements extrêmement traumatiques. En réalité, c'est assez rare qu'il y ait que ça, entre guillemets, qui justifierait, en tout cas qui occasionnerait l'épisode dépressif. Dans la majorité des cas, on voit apparaître différents facteurs. Et il est certain qu'il y a des facteurs sociaux qui sont extrêmement prévalents. On sait que c'est le cas pour la dépression en population générale. En période périnatale, c'est encore plus le cas. Et je pense en particulier aux femmes dans une situation particulièrement précaire, aux femmes isolées, le manque de support social dans un moment où on a la responsabilité d'un être qui est complètement dépendant de nous. Si à aucun moment on peut passer le relais à un partenaire, à des membres de la famille, à des amis, c'est très rapidement insoutenable en réalité. Donc cet isolement social, il est extrêmement important dans cette période-là, en termes de vulnérabilité. Il y a la vulnérabilité qui tient à la santé des femmes, à la santé psychiatrique. Donc lorsqu'une femme a déjà eu dans son parcours un épisode psychiatrique, une maladie psychiatrique ou des antécédents, une histoire familiale de troubles psychiatriques, elle est plus vulnérable également. Et donc, c'est des facteurs qu'il faut qu'on aille rechercher le plus précocement possible. Et puis, la santé non psychiatrique, obstétricale, bien sûr. S'il y a des inquiétudes au niveau de la grossesse, au niveau de la santé du bébé, bien sûr, ça rend les femmes plus vulnérables, mais aussi des problèmes de santé autres, une maladie chronique antérieure à la grossesse qui vient rendre les femmes plus vulnérables. Il y a donc un cortège de vulnérabilités qui viennent concourir à l'émergence de la pathologie. On voit que cette dépression, elle peut toucher tout le monde. On voit pourtant dans les médias beaucoup de sensibilisation sur ce sujet. On peut dire que ça a progressé. La prise en charge a aussi progressé. Pourtant, les dépressions restent vraiment sous-diagnostiquées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, c'est un point central à mon sens, ce sous-diagnostic. On estime que la moitié des dépressions au cours de la grossesse passent à l'as, un tiers en postnatal, alors même que c'est une période où les femmes sont entourées de soignants. Elles voient par définition au cours de la grossesse au moins un professionnel de santé par mois, en postnatal aussi, avec les pédiatres, les médecins généralistes, les sages-femmes, la rééducation, etc. Donc, c'est une période d'opportunité extraordinaire. On sait qu'elles sont vulnérables et pourtant, on passe encore à côté. Alors, je vous rejoins, je pense qu'on a fait énormément de progrès et que les médias, les pouvoirs publics se sont emparés de cette question qui est maintenant beaucoup plus sur le devant de la scène. Néanmoins, il reste une sous-information qui reste importante aujourd'hui. On est encore en dessous, on a encore des femmes qui ne connaissent pas l'existence de la dépression périnatale et donc face à l'ensemble de ces symptômes se retrouvent complètement accablées et ne voient pas à quoi ça peut correspondre. Et puis, il y a un stigma, qui est une stigmatisation qui reste extrêmement importante de la pathologie psychiatrique. On progresse en France, mais on est encore loin du compte de pouvoir assumer qu'on est triste, qu'on a éventuellement des idées suicidaires, qu'on n'a pas de plaisir à s'occuper de son enfant, qu'on est, comme nous l'a dit cette dame, terrifiée à l'idée de s'occuper de cet enfant. C'est quand même très culpabilisant, très douloureux. Et de pouvoir aller solliciter les soignants, ça reste extrêmement difficile. Et puis, il y a aussi une banalisation des symptômes, puisque dans les symptômes que je vous ai énoncés, vous voyez qu'il y a des symptômes qui sont extrêmement fréquents
pour toutes les femmes. Mmh. D'être fatiguée, d'avoir du mal à dormir, d'avoir des variations de poids, évidemment, d'avoir des oublis. Qui n'a pas oublié son bilan sanguin avant d'aller chez son médecin, le vaccin du bébé, etc. C'est des choses qui sont vraiment tout à fait anodines, mais qui finalement, mis bout à bout, peuvent entraver le quotidien des femmes. Et donc faire la distinction entre ces symptômes tout à fait classiques et non pathologiques qui peuvent dériver lorsqu'ils s'accumulent, qui s'installent, qui persistent vers la dépression, ça peut parfois être difficile. Et donc pour ça, je crois qu'il faut continuer à informer les femmes, informer leurs partenaires, informer leurs familles. Et donc on y contribue largement avec cette émission. Alors justement, on parle de la dépression de la mère, mais est-ce qu'il existe aussi une dépression périnatale du papa ou du coparent ? Oui, alors ça, c'est vraiment un sujet, je crois, sur lequel on doit beaucoup progresser encore. On parle effectivement de dépression paternelle. Et en réalité, elle concerne 6 à 10% des pères. Donc, c'est loin d'être anecdotique. Ça veut dire qu'en gros, un père sur 10 va être concerné par cette dépression. Et ce qu'on sait, c'est que cette dépression paternelle, elle est encore plus sous-diagnostiquée que celle des femmes et encore plus sous-traitée que celle des femmes. Donc, on a vraiment encore un chemin supplémentaire à avoir. Et elle a quelques spécificités cliniques. Et en particulier, les hommes, plus que de la tristesse, vont pouvoir témoigner plutôt de l'irritabilité, des crises de colère qui ne leur ressemblent pas, se tourner vers des consommations de substances, je pense en particulier à l'alcool, fuir le domicile, se plonger dans le travail, être moins présent. Et donc, ce qui fait le caractère pathologique, là encore, par rapport à des choses qui seraient un peu classiques, c'est la rupture dans le fonctionnement avec le quotidien. C'est-à-dire, c'est un homme qui, habituellement, ne se comporte pas comme ça et qui, là, au regard de la grossesse ou de l'arrivée de ce nouveau bébé, va présenter des manifestations qui sont inhabituelles et qui, là encore, entravent son fonctionnement quotidien. Alors justement, on va écouter un témoignage de papa. J'ai vécu une dépression les premiers mois de ma fille. Une fois rentré de l'hôpital, quelques jours après l'accouchement, j'ai senti une immense tristesse. J'avais l'impression d'être noyé, l'envie de pleurer, souvent. Il y a eu des moments où je ne voulais pas rentrer chez moi, pas rester dans la même pièce que mon enfant. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à cela. Une dépression postpartum. Un baby blues. Tout du moins pas pour les pères. Des aides extérieures et le soutien de ma compagne, mais aussi la présence de ma fille m'ont aidé à refaire surface. Petit à petit. Plusieurs semaines, plusieurs mois. Il n'y a pas de règle pour la durée de la dépression. Mais je sais une chose, il y a une fin. Élise, de Maman Blues, me l'avait dit, et ça a été un vrai bol d'air de l'apprendre. C'est aussi le message que j'aimerais transmettre à ceux qui souffrent de cette dépression, mère ou père. Touchant, hein ? C'est des messages en fait essentiels de se dire à la fois ça arrive, à la fois il y a des solutions et il dit bien à quel point il a été étayé, entouré, et à la fois à quel point le partage d'informations, le partage d'expériences est fondamental pour retrouver de l'espoir et se dire oui, tout ça a une fin et on sait faire pour soutenir correctement les jeunes parents. On va regarder maintenant les symptômes concrets, ce que les femmes vivent au quotidien et les conséquences sur l'enfant. Pour cela, on écoute 2 nouveaux témoignages. De retour à la maison, je ne me reconnais plus, je doute de tout. Puis s'immisce alors une idée limpide. Je suis un monstre. Un jour, j'ai terriblement envie de me jeter par la fenêtre. Car pour moi, c'est la seule solution. Morte, ma fille vivra. Cette fois-ci, je ne me cache plus la vérité. Je vais très mal. Des sentiments ambivalents me traversaient. Parfois, je hurlais sur elle lorsqu'elle pleurait, la suppliant de se taire, lui disant que je regrettais ma vie d'avant, qu'elle avait ruiné mon existence et qu'à cause d'elle, j'étais au plus mal. Je pensais que c'était une erreur d'avoir eu un enfant. Après la rage, je ressentais une peine immense pour ma fille. L'idée de la confier aux services sociaux m'a effleuré l'esprit par moments, car c'en était trop pour moi. Je pensais également parfois au suicide. Mais je revenais à la raison. Mon bébé avait besoin de moi. Rien qu'en l'imaginant vivre sans mère, la peine m'envahissait de nouveau.
J'avais pitié d'elle, me disant qu'elle ne méritait pas d'avoir une mère telle que moi, avec aussi peu de patience et incapable d'être une mère digne de ce nom. Je me détestais. Je détestais la personne incontrôlable que j'étais devenue malgré moi. Encore un témoignage très fort. Bouleversant. Pouvez-vous nous aider justement à décrypter ce qui se passe chez ces femmes et aussi de nous dire quelles sont les conséquences à court, moyen et long terme pour leur santé? Là, ce que nous rapporte cette dame, c'est ces idées suicidaires qui sont répétées, qui sont intenses, sur lesquelles elle revient tout de suite et ce qui la protège, en l'occurrence, du passage à l'acte. Malheureusement, il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à reprendre, à se ressaisir face à ces idées, à se rassurer, à trouver des facteurs protecteurs et qui finissent par passer à l'acte. On sait que le suicide est la première cause de mortalité maternelle. C'est le cas en France, c'est le cas aussi à l'international, et ce depuis des années. Et de façon assez édifiante, ces taux de suicide maternel restent stables en fait depuis 30 à 40 ans dans nos pays. Donc on voit qu'on a vraiment encore du travail à faire sur la psychiatrie périnatale, sur le repérage de ces patientes, sur leur accompagnement, puisque à court terme, ce qui les menace principalement, c'est de se mettre en danger, de mettre en danger leur vie et de décéder par suicide. On sait également que ces dépressions périnatales peuvent cacher un trouble psychiatrique chronique, et en particulier des troubles de l'humeur, que ce soit des dépressions récurrentes, qui vont revenir à l'occasion d'une prochaine grossesse éventuellement, de la périménopause ou à toute autre période de la vie, mais également éventuellement un trouble bipolaire, qui est un autre type de trouble de l'humeur, et donc d'entrer ainsi dans une pathologie chronique. Ça, c'est les conséquences pour la mère. Mais la particularité, évidemment, de cette dépression périnatale, c'est qu'il y a un bébé. Et un bébé, il a besoin, pour son bon développement, d'avoir des interactions précoces dans les premières semaines, les premiers mois, qui soient de qualité, qui soient sécurisantes. Évidemment, une mère qui est extrêmement déprimée, comme cette mère nous en a témoigné, ne peut pas répondre aux besoins de cet enfant. Ça paraît difficile, oui. C'est pas possible, on peut pas lui demander ça d'ailleurs. Il faut pouvoir lui proposer du soutien. Autrement, évidemment, on expose ce bébé à des interactions qui sont de mauvaise qualité. Et du coup, c'est un enfant qui va moins bien se développer. Moins bien se développer dans tous les champs qu'on attend. Donc un développement social, un développement cognitif qui va être altéré. Et aujourd'hui, on a des études longitudinales, c'est-à-dire des études où on a suivi des enfants qui ont été exposés à la pathologie maternelle au long cours. Et on sait que c'est des enfants qui, dans l'enfance, à l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte, vont garder des stigmates de cette dépression maternelle avec davantage de troubles psychiatriques. Donc on voit à quel point cette dépression qui reste, on l'a dit, extrêmement fréquente et sous-diagnostiquée, a pourtant des conséquences qui peuvent être catastrophiques pour la mère, pour l'enfant, à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors justement, pour illustrer vos propos, on va écouter un témoignage qui parle des conséquences sur l'enfant. Ma fille a été prise en charge en unité de psychopathologie périnatale. Elle présentait des troubles du sommeil, des troubles alimentaires et un eczéma conséquent sur une grande partie de son corps. Notre relation n'avait pas débuté. La construction de notre lien n'en était encore qu'à son balbutiement. Nous avions besoin de soutien pour nous rencontrer. Là encore, on voit à quel point le soutien, qui peut prendre différentes formes, a un rôle crucial dans l'amélioration, dans l'accompagnement de ces familles et l'amélioration clinique de ces femmes. Oui, on voit bien que cette dépression, elle touche toute la cellule familiale et les proches, avec des conséquences importantes. Peut-être rappeler un chiffre. On sait que 50% des papas ou coparents dont la conjointe a une dépression périnatale va aussi se mettre à déprimer. Je crois que je ne sais pas si c'est vous qui parlez de désintégration de la cellule familiale, avec des pertes de repères, des séparations. Donc, en effet, terrible pour toute la famille. Pour s'en sortir, importance du diagnostic et de la prise en charge, et c'est ce qu'on va voir maintenant. On écoute un témoignage. Ma mère a été là dans ce moment de très grande fragilité et de régression forte. Quand elle est devenue grand-mère, elle n'a pas dérogé à son rôle de mère. Elle a agi, pendant que mon père lui m'écoutait. J'ai douté de mes capacités. J'ai pensé que jamais je ne ferais aussi bien qu'elle. Et face à ce qu'elle représentait, j'avais cette sensation de ne pas faire le poids. Je ne serais que le brouillon de ma mère. J'ai eu peur de lui dire combien je souffrais. J'ai cru qu'elle allait me juger pour ce que je n'étais pas capable de faire. J'ai aussi cru que construire ma maternité
ne pouvait que se faire en regard de la mère qu'elle avait été pour moi. J'ai compris qu'elle ne me regardait pas comme une mère défaillante, mais comme sa fille, devenue mère à son tour. J'ai ressenti la douleur qu'elle éprouvait de me voir me débattre avec ma folie et mes idées saugrenues. Elle a bandé mes seins quand la montée de lait est apparue et qu'il n'y avait plus aucun bébé pour téter. Elle a lavé mon linge alors que j'étais hospitalisée en clinique psychiatrique. Elle est venue me voir très régulièrement, sûrement pour s'assurer que l'on s'occupait bien de moi. Merci maman. On voit toute l'importance de l'entourage proche, déjà en postpartum et en plus quand la maman a une dépression postpartum. Alors justement, comment cet entourage il peut aider à la prévention, au diagnostic ? L'entourage a un rôle fondamental et pour ça, il faut qu'ils soient informés eux aussi que ça existe. Il a un rôle fondamental d'abord pour pouvoir repérer et se dire là, ma conjointe, ma partenaire, ma fille n'agit pas comme je la connais habituellement. Cette rupture dans son fonctionnement, cette rupture dans qui elle est, c'est un indicateur très fort et que les soignants ne peuvent pas repérer. Par définition, la sage-femme qui va rencontrer la patiente 20 minutes tous les mois, qui a tout un tas de questions à lui poser sur le plan obstétrical pur, le pédiatre, le médecin généraliste qui va être impliqué en postnatal, de la même façon, n'ont pas la connaissance de qui est leur patiente. Et donc ça, c'est les proches qui vont dire « là, c'est inhabituel ». Habituellement, c'est une femme qui a de l'énergie, qui a un débit de parole plutôt rapide. Et là, vraiment, elle est en deçà de son attitude habituelle. Donc, d'abord, d'avoir ce regard sur ses proches. Ensuite, de pouvoir alerter. Et pour alerter, on peut alerter notre proche en disant « là, je te retrouve pas, je m'inquiète pour toi, je te sens pas comme d'habitude ». Donc, ça permet de faire émerger l'idée auprès de la mère ou de la future mère elle-même. Auprès des soignants, on peut tout à fait appeler le médecin généraliste, la sage-femme, la maternité, le pédiatre, en disant « je suis inquiet pour ma fille, je suis inquiet pour ma partenaire », ou de se présenter au rendez-vous avec elle pour solliciter les soignants. Et on peut aussi être dans un soutien quotidien. Et le soutien quotidien, c'est ce que nous témoigne cette femme, d'aider dans les choses pratiques, de faire le linge, de faire les courses, de faire un petit coup de ménage, un petit brin de ménage, de prendre le bébé en relais pendant 1 heure pour que la mère puisse aller dormir. C'est déjà beaucoup, En fait, c'est énorme. Et on voit bien que la société actuelle, c'est plus difficile parce que souvent, les grands-mères travaillent. Donc, on peut moins facilement les solliciter en journée. Ouais. Souvent, il y a une disparité géographique, c'est-à-dire qu'on s'est éloigné de nos propres parents, on n'habite plus la maison d'à côté, donc c'est plus difficile à mettre en œuvre. Et donc, ce soutien familial resserré, qui était ce que nous racontent nos grands-mères, il n'existe plus aussi, de façon aussi simple. Mais il peut être repris par les groupes de pères, de proches, de femmes qui vivent la même chose au même moment. Il peut être fait par les PMI. Vous savez que les PMI ont un rôle extrêmement important. Elles sont déployées sur l'ensemble du territoire et elles sont là pour soutenir les jeunes familles, soutenir les petits, les bébés. Et souvent, ils sont force de proposition pour dire, nous, on organise un groupe de lecture d'histoire, un groupe où juste les mères viennent prendre le café le matin et se retrouver. Et ça, ne serait-ce que ça, en fait, ça permet un soutien qui est extrêmement fort. Oui, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Si on revient sur les professionnels, quels sont les moyens de dépistage qui sont à leur disposition ? Alors ça, c'est un enjeu crucial, c'est de former les professionnels de première ligne convenablement. Les professionnels de première ligne, ce sont ceux que les mères et futures mères vont rencontrer. Donc sage-femme, obstétricien, médecin généraliste, pédiatre, puéricultrice, équipe de PMI justement, équipe de crèche aussi, qui vont garder les enfants, etc. Il faut que tous ces professionnels aient en tête les chiffres que vous avez rappelés. Une femme sur 5 va être déprimée, un homme sur 10 va être déprimé. Si elles ont ça en tête, elles vont avoir en tête à chaque entretien, à chaque consultation, que finalement, c'est la principale problématique que peut rencontrer leur patiente. Et donc, il existe en effet des outils. Par exemple, il y a l'EPDS, l'échelle d'Édimbourg, qui est un auto-questionnaire qui est disponible sur le site des 1000 premiers jours et qui est disponible vraiment très facilement sur Internet, qui est un auto-questionnaire en 10 questions, qui est relativement simple et qui permet de s'orienter. Ça ne permet pas un diagnostic, mais d'orienter le dépistage et de se dire là, il y a peut-être quelque chose qui se passe avec quand même un certain nombre de symptômes qui sont présents depuis une semaine, ou au contraire d'être plutôt tranquille en disant là, il n'y a rien d'alarmant, il y a des petites choses, mais finalement c'est tout à fait naturel, et de faire cette fameuse distinction entre les symptômes
normales de la période, la fatigue normale, les difficultés de sommeil normales et des aspects plus pathologiques. Alors, une fois que le diagnostic est posé, important, la prise en charge. Donc, comment ça se passe? Comment on prend en charge ces femmes? Et quels sont les outils qui sont à disposition des pros de santé? Alors, le premier message que je voudrais faire passer à ceux et celles qui nous écoutent, c'est qu'on sait faire. On sait les prendre en charge efficacement. Et que pour ça, on a plein d'outils différents qu'on va adapter à la situation de chacun. Parmi les outils, il y a ce qu'on a déjà mentionné, à savoir le support social, à savoir la paire aidance, le fait que les proches, l'équipe de Maman Blues puissent venir en soutien et donner de l'information sur le vécu d'autres femmes qui sont peut-être passées par la même chose. Et ça, c'est déjà des choses très importantes. Ensuite, il y a tout ce qui concerne le mode de vie des femmes. On sait aujourd'hui, par exemple, que l'activité physique, un régime alimentaire équilibré, des règles de sommeil adaptées à la période, évidemment, ont un effet remarquable sur la dépression. On pourrait penser que c'est des choses un peu triviales et que ça ne sert pas à grand-chose. Les études montrent que c'est extrêmement efficace. La psychothérapie, c'est le traitement de première intention lorsqu'on est déprimé. Donc, bien entendu, des psychothérapies, des exercices de relaxation, de mindfulness. Et ça, il y a des choses qui sont très simples avec des applications sur les téléphones des mères qui peuvent permettre de se relaxer, d'être accompagnée dans ces exercices de relaxation. Et bien sûr, pour certaines femmes, mais c'est vraiment pas la majorité, on peut être amené à proposer des traitements psychotropes, des antidépresseurs pour la majorité, qui peuvent permettre une efficacité assez rapide en quelques semaines. Et pour les cas de dépression qu'on dit modérée à sévère, c'est remarquablement efficace. Et donc, il faut surtout pas s'en priver lorsqu'on en a besoin. Alors justement, on s'en sort de cette dépression périnatale. On va écouter un témoignage. Le travail psychologique m'a aidé à comprendre que les pleurs de mon enfant n'étaient pas le reflet d'un échec de ma part ou d'un état de détresse de la sienne, mais son seul mode d'expression. J'ai compris également d'où venait ma crainte permanente d'un malheur, le sentiment de ne pas avoir droit à tout ce bonheur. Un jour, mon fils, qui avait environ 3 mois, m'a regardé de ses yeux bleus perçants par-dessous ses cils pendant que je lui donnais un biberon. Je me suis noyée dans son regard. J'aurais voulu ne jamais le lâcher. Je l'ai toujours aimé, mais en cet instant, j'en suis tombée amoureuse. Et aujourd'hui, je vais mieux. C'est chouette, on s'en sort donc. Oui, c'est très émouvant en fait d'avoir ces retours d'expérience parce qu'on voit à quel point des choses qui sont pas nécessairement très chronophages, pas nécessairement très coûteuses, permettent cette connexion avec son bébé et cet apaisement qui revient chez les femmes. Merci Sarah, merci pour tout votre éclairage sur ce sujet de la dépression périnatale. Comme vous le dites souvent, c'est un enjeu fondamental de santé publique et on est bien d'accord avec vous. Un dernier mot avant de se quitter ? Oui, je vous remercie de mettre ce sujet en lumière parce que je crois que c'est vraiment quelque chose d'indispensable, que tout le monde ait l'information que ça existe, des premiers symptômes et surtout qu'il faut pouvoir en parler au premier professionnel de santé avec lequel on est en confiance pour derrière être orienté vers des soins qui soient adaptés. Et encore une fois, on sait faire, on s'en sort. Donc, c'est un message d'espoir extrêmement important. Merci à vous. Merci.